Alors, chers amis, je suis dans une situation un peu particulière aujourd'hui. C'est-à-dire que comme nous tous, depuis toujours, à tout le moins depuis très longtemps, j'ai une affection spontanée pour Simone Veil, notamment pour son ouvrage L'Enracinement. Un ouvrage, je pense que pour plusieurs, c'est l'ouvrage qui nous a conduit à Simone Veil. Ensuite, certains ont approfondi leur lecture, ont revisité l'œuvre souvent. Donc, pour l'enracinement, et j'en parlerai à la fin de cette présentation, c'est à travers cette œuvre que j'ai rencontré la pensée de Simone Veil, et c'est vers cette œuvre souvent que je suis revenu. Mais j'ai une situation un peu compliquée aujourd'hui, je vous le disais, parce que j'ai toujours trouvé que s'il y a un domaine où Simone Veil, fondamentalement, se trompait de part en part, et fondamentalement ne comprenait tout simplement pas l'objet qui la passionnait, c'était bien la politique. Donc, préparant cette présentation, j'ai cherché un chemin pour me réconcilier avec Simone Veil et la politique. Ce n'est pas un chemin qui va de soi. Il se peut que je trébuche, mais néanmoins, je chercherai à le parcourir avec vous. Alors, pour parler de mon rapport à Simone Veil, qui donne un intérêt assez limité dans le mien, dans le cas de l'auteur que je vais citer, c'est plus intéressant, je citerai Raymond Aron, qui dans ses mémoires raconte l'anecdote suivante. Donc, Simone Veil était très proche de la femme de Raymond Aron, on est avant la guerre, et Raymond Aron raconte la scène suivante. Simone vint vers nous, le visage bouleversé, proche des larmes. À notre question, que se passe-t-il? Est-ce que vient de perdre un enfant? Sa mère est morte? Quelque chose de très grave est arrivé? Ça, c'est mon interprétation. Elle répondit, il y a une grève à Shanghai et la troupe a tiré sur des ouvriers. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on appelle porter le sort du monde sur ses épaules. Et il ajoute, malgré tout, donc il parle de sa sympathie pour elle, le commerce intellectuel avec Simone me parut presque impossible. Elle ignorait apparemment le doute, et si ses opinions pouvaient changer, elles étaient toujours aussi catégoriques. Alors, ça pose un problème. Alors, de quelle manière, néanmoins, peut-on à la fin se réconcilier avec Simone Veil et la politique? Eh bien, il y a un ouvrage qu'il nous faut traverser pour ensuite le laisser de côté, pour embrasser enfin l'ouvrage central, l'enracinement qui nous conduira à la politique, même si ce n'est pas un ouvrage d'abord politique. Alors, c'est la note sur la suppression générale sur des partis politiques de Simone Veil, où elle nous propose globalement l'idée suivante. Les partis politiques sont fondamentalement contraires à la vie démocratique, à la vie de la cité, sont fondamentalement contraires à une organisation optimale de la cité sous le signe du bien, et dès lors, il nous faut en finir avec les passions politiques. Les partis, dis-je, politiques. Et là, je vais y aller avec cette citation qui est assez particulière de Simone Veil lorsqu'il nous parle des partis. Mais il est beaucoup plus à propre de se demander, y a-t-il en eux-mêmes, elle parle des partis, une parcelle infinitésimale de bien? Ne sont-ils pas du mal à l'état pur ou presque? S'ils sont du mal, il est certain qu'en fait et dans la pratique, ils ne peuvent produire que du mal. C'est un article de foi. Un bon arbre ne peut jamais produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri de beaux fruits. Alors, on a un problème. C'est-à-dire, si on adhère à cette idée au cœur de la démocratie libérale, qu'il y a une structure, il y a une fracture intime à toute communauté politique, quelle qu'elle soit, entre différentes visions du bien, entre différents intérêts, entre différentes lectures de l'histoire, entre différentes lectures du monde, et qu'il faut organiser ce pluralisme insurmontable dans un mécanisme régulateur qui permet aux différentes factions de ne pas courir vers la guerre civile et de néanmoins partager un destin commun, il faut organiser le pluralisme de la cité. Ce avec quoi notre amie Simone Veil est plutôt en désaccord. Elle est en désaccord, pourquoi? Lorsqu'elle nous explique que fondamentalement, le système des partis est un système qui non seulement produit une division exagérée, on pourrait dire inutile de la société, mais plus encore nous éloigne de la seule idée qui devrait nous commander, c'est cette idée d'un bien rayonnant, un bien unique, un bien un, qui doit nous guider, qui doit nous inspirer, qui doit nous commander. Et à partir de là, les partis eux-mêmes, œuvrant contre cette idée unique du bien vers laquelle nous devons tendre, eh bien, ces partis seraient fondamentalement inutiles. Elle dit, je la cite, « La vérité est une, la justice est une, les erreurs, les injustices sont indéfiniment variables, ainsi les hommes convergent dans le juste et le vrai,
au lieu que le mensonge et le crime les font indéfiniment diverger. Lisant cela, je pense à une pensée, en mémoire une idée de Simone de Beauvoir qui nous dit la vérité est une et l'erreur est plurielle. Voilà pourquoi la droite est pluraliste. Alors, on se retrouve avec une lecture du monde qui en tant que telle, on pourrait dire, est relativement anti-politique. C'est-à-dire, si on tient pour principe de base, on n'est pas obligé de le faire, si on tient pour principe de base que la politique est fondamentalement conflictuelle, si on tient pour acquis que tant qu'il y aura deux hommes sur cette planète, ils ne s'entendront fondamentalement pas sur l'essentiel. Ils chercheront à se réconcilier, ils y parviendront de temps en temps, ils n'y parviendront jamais définitivement, et ils auront beau tout faire pour s'entendre à merveille, finalement, ils finiront par se disputer un peu. On appelle ça le couple et la famille. Bon, eh bien, on pourrait aussi appeler ça la cité et la communauté politique. Simone Veil pose le problème dans une autre matrice sur le plan politique. Elle nous dit il y a le bien, elle nous dit il y a le juste, il se présente à nous de manière, on pourrait dire, on doit se placer dans un état d'esprit qui doit nous conduire à être capable de les apercevoir. Or, que dit-elle? Dès lors qu'on entre dans un parti politique, dès lors qu'on entre dans une formation politique, dès lors qu'on accepte, autrement dit, les règles du pluralisme démocratique, on se condamne à ne pas être capable de chercher le bien. Pourquoi? Parce qu'entrant dans une organisation politique, inévitablement, on rentre pour une raison particulière. Mais il y a au-delà de la raison particulière, j'entre dans tel parti pour cette raison, il y a 74 autres positions possibles qu'on est obligé d'acheter en bloc pour ne pas rompre l'unité du parti. Dès lors, nous dit-elle, et on peut entendre cet argument, elle nous dit les partis sont des mécanismes d'abrutissement collectif. Je ne dis pas le contraire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires. C'est des mécanismes d'abrutissement collectif parce qu'ils font en sorte qu'ils apprendraient au commun des mortels non plus à penser par eux-mêmes, mais à penser en fonction du groupe auquel ils adhèrent. Et dès lors qu'ils adhèrent au groupe, ils en viennent à se dire, bon, mais quelles sont les positions du groupe auquel j'ai adhéré? Donc là, je dois apprendre ces positions pour les recracher, pour les dire publiquement, pour être moi-même porte-parole, pour être moi-même haut-parleur. Et au terme de tout cela, je renonce, dit-elle, à mon individualité. Je renonce à ma capacité à chercher le bien, à chercher le vrai, à chercher le juste. Encore une fois, je le redis, pour peu qu'on accepte l'idée du pluralisme intrinsèque propre à la vie politique. Je résume souvent ça de la manière suivante. Parce que je ne suis pas un relativiste, on s'entend. Je suis persuadé que j'ai raison. Non, je le répète assez souvent un peu partout à la télé. Si j'en étais pas convaincu, je perdrais mon temps. Mais je constate toujours une chose aussi insupportable, c'est que les gens devant moi qui pensent le contraire de ce que je pense sont aussi convaincus d'avoir raison. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le fait politique insurmontable. Et dès lors, le génie de la démocratie libérale moderne, c'est de chercher à institutionnaliser un mécanisme de délibération qui fait en sorte que quand un point de vue gagne, celui qui a perdu l'accepte minimalement, avec cette idée, cette condition, qu'il est possible de renverser le point de vue gagnant à travers une mécanique de délibération qui produit aussi une mécanique de décision. Et au terme de cela, on est capable d'institutionnaliser un désaccord fécond dans la cité. Mais dès lors qu'une idée l'emporte, et l'emporte définitivement, et est incapable d'accepter la légitimité d'un autre point de vue, au point même de vouloir la censurer quelquefois, de différentes manières, si on est dans cette logique, eh bien, on pourrait considérer qu'on bascule dans une logique qui est contraire à celle, évidemment, désirée par Simone Veil, qui est la logique de la guerre civile. Si je suis condamné structurellement à perdre toujours parce que les institutions institutionnalisent mon interdiction, je ne peux plus jouer selon les règles, et dès lors, je dois entrer en dissidence, une dissidence plus ou moins marquée. Donc, la démocratie libérale est une mécanique d'apaisement des passions. Ce qui nous conduit à un autre point chez Simone Veil qui est très intéressant, c'est qu'elle nous dit qu'il faut œuvrer et travailler autant que possible à apaiser au point de les assécher les passions politiques. Les passions politiques sont fondamentalement destructrices, sont fondamentalement mauvaises, elles sont fondamentalement toxiques, et plus encore, les partis travaillent
à mettre en scène, à organiser, à déployer ses passions. Alors, on peut comprendre le contexte dans lequel elle formule ça. Hein? On n'est pas exactement dans un débat tranquille de partis centristes qui discutent ensemble de 2 ou 3 points de PIB. On est à une époque des partis totalitaires. Donc, on peut comprendre ce qu'elle dit. Mais il y a un désaccord de fond néanmoins, et j'y reviendrai un peu plus tard, avec encore une fois, d'autant que la force de Simone Veil, c'est néanmoins d'avoir été restaurée une anthropologie fondamentalement compatible et nécessaire à la démocratie dans son travail sur l'enracinement. Mais l'idée d'une cité asséchée, l'idée d'une cité vidée des passions, l'idée d'une cité où l'homme s'engage dans la politique sous le signe de la raison pure, l'idée d'une cité où l'homme s'engage dans la politique sans médiation, dans la transparence de ses convictions et en ayant filtré ses passions, ça repose, on pourrait dire à certains égards, sur une relative erreur anthropologique. L'être humain ne sera jamais un être dépassionné. Et si on se tourne vers Pareto un instant, on aura même la conviction pour un instant que les arguments qu'on propose ne sont rien d'autre que des rationalisations à la surface des passions qui sont les nôtres. D'abord, je suis emporté par telle idée, par tel programme, par tel personnage, par tel sentiment, et ensuite je rationalise dans la mesure du possible. Donc, tout ça pour dire que il y a l'idée que les passions seraient fondamentalement contraires à l'exercice de la démocratie, est un peu contradictoire, d'autant que ce qui pousse l'homme dans la cité, on pourrait croire que l'homme dépassionné est un homme qui consent une fois pour toutes à une existence dans le privé. La dépolitisation correspond aussi à un assèchement des passions. L'homme dépassionné, l'homme qui n'est plus porté vers la cité, finalement va se tourner vers les siens et gérer tranquillement son jardin tant qu'on le laissera le gérer. Or, encore une fois, Simone Veil nous dit, les passions sont-elles compatibles avec la démocratie? Plus ou moins. Elle va plus loin lorsqu'elle parle de cette idée. Donc, l'individu doit rompre avec les partis. L'individu doit rompre avec les organisations, on pourrait dire instituées. Globalement, ça va assez loin quand même. Il doit se dépassionner. Elle nous dit, un homme qui n'a pas pris la résolution de fidélité exclusive à la lumière intérieure installe le mensonge au centre même de l'âme. Les ténèbres intérieures, dis-je, en sont la punition. Alors, encore une fois, on pourrait dire que le propre de l'action collective, c'est le fait d'être capable de se mettre d'accord avec des gens qui sont en désaccord avec nous, mais moins en désaccord que d'autres, autour d'objectifs pour être capable de façonner la cité, façonner la communauté politique à partir de certains objectifs, à partir de certains, on pourrait dire des objectifs raisonnables qui n'ont pas pour vocation d'accoucher d'une société transparente à elle-même sous le signe de la justice et du bien, parce que ces notions, sans être à condamner, sont évidemment partielles. Eh bien, on se retrouve dans cette idée que le pluralisme, encore une fois, est difficile à organiser dans sa matrice. Je reviens un instant sur l'idée du bien, parce que c'est souvent une part manquante, et là je me place du point de vue de la démocratie libérale. La démocratie libérale, quelquefois, peine à faire une place au bien. Elle n'aime que En fait, elle est passionnée par la délibération, elle est passionnée par les procédures, mais une idée substantielle du bien, elle tend à la condamner. Et ça, c'est une erreur de la démocratie libérale, pourrait-on dire. Mais pourquoi faut-il institutionnaliser le pluralisme? Parce que fondamentalement, personne n'a un accès défini, un monopole, pourrait-on dire, sur le vrai, le juste et le bien. Et c'est pour ça que dans toute cité correctement organisée, on pourrait dire que les différents pôles anthropologiques, les différents pôles de l'âme humaine doivent être organisés. Donc, c'est normal qu'il y ait un pôle conservateur et un pôle progressiste, un pôle cosmopolite, un pôle enraciné, un pôle de l'autorité et un pôle des libertés, un pôle de l'ordre et un pôle de la dissidence. Ensuite, on peut souhaiter que notre pôle soit le pôle dominant. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut souhaiter gagner le plus souvent possible, même presque tout le temps, mais ne jamais chercher à éradiquer son adversaire. Pourquoi? Parce que même ceux qui ne pensent pas comme nous, pour peu qu'ils acceptent minimalement les règles de la conversation, sont persuadés eux aussi de servir le bien, le vrai, le juste, et ainsi de suite. Et on pourrait dire que sachant que la politique ne relève pas du savoir révélé, que la politique ne relève pas de la vérité révélée, eh bien, même celui qui est en désaccord avec moi, même s'il a raison sur 2% et moi sur 98%, mais son petit apport à la cité est néanmoins nécessaire. Alors, ayant dit tout cela, vous vous direz, mais que fait-il ici dans un colloque consacré à rendre hommage à Simone Veil? Et je dirais, et on tombe ici sur un autre ouvrage, donc j'ai parlé de la note sur la suppression des partis politiques, on tombe sur un autre ouvrage dont je suis persuadé qu'on a déjà parlé aujourd'hui ou dont on parlera plus tard, qui est un ouvrage qui, lui, n'est pas directement politique, mais qui est néanmoins
plus politique qu'on ne le croirait. Et cet ouvrage, c'est L'Enracinement. Alors, L'Enracinement, c'est un livre qui est un livre davantage anthropologique. Ce n'est pas une proposition, on pourrait dire, de philosophie politique pour nous dire voilà comment organiser la cité. Mais dans L'Enracinement, un ouvrage absolument magnifique que j'ai évoqué en tout début de présentation, eh bien, Simone Weil fait le pari de remettre en question les assises anthropologiques de la démocratie moderne, telle qu'on l'a connue, qui sont les assises paradoxales. C'est-à-dire que la démocratie moderne, en cherchant à atomiser toujours plus la communauté politique, en étant incapable de saisir le peuple autrement justement qu'à la manière d'une représentation procédurale, en individualisant à outrance, en poussant l'individu vers les bonheurs privés exclusivement, en étant incapable de constituer politiquement un peuple, mais la démocratie moderne, laissée à sa pente, même la démocratie libérale, laissée à sa pente négative, a tendance à s'autodétruire et laissée à elle-même, laissée à cette anthropologie désincarnée, à cette anthropologie d'un individu interchangeable, un individu sans médiation, un individu sans culture souvent, un individu sans histoire, un individu autoréférentiel, un individu qui est soumis au fantasme de l'auto-engendrement. Mais la démocratie libérale finit par s'abîmer elle-même et à détruire ses propres conditions de possibilité. Et que fait Simone Weil dans L'Enracinement? Elle nous rappelle, en fait, en quelque sorte, de manière absolument nécessaire, elle nous rappelle qu'il n'y aurait de cité fondée qu'à travers une conscience vive des médiations. Alors, le concept d'enracinement, en plus, si je peux me permettre, elle nous permet même de réhabiliter le concept d'enracinement qu'on avait cherché à interdire puisqu'il était associé à une autre histoire, à des querelles autres de quelques décennies auparavant. Et puis apparemment, c'était rendu impossible de parler d'enracinement. Alors Simone Weil réhabilite la possibilité de l'enracinement. Et autrement dit, dans un ouvrage qui n'est pas directement politique, elle propose une réflexion sur les assises mêmes du politique, sur les assises mêmes de la communauté politique, sur les assises mêmes de la démocratie. Donc, dans l'enracinement, qui n'est pas, je le redis, c'est important de le dire, ce n'est pas un ouvrage de philo-politique. C'est une méditation sur l'inscription de l'homme dans la modernité, pourrait-on dire. Eh bien, dans cet ouvrage, finalement, elle se fait infiniment plus juste, infiniment plus fine, infiniment plus perspicace dans la compréhension des fondements de ce qu'est une communauté politique, c'est-à-dire un homme enraciné en son pays, dans une communauté, et tous ensemble sont capables d'œuvrer au bien commun parce que le commun préexiste à la recherche du bien commun. C'est-à-dire le commun qui est l'appartenance partagée est finalement plus importante que le commun fixé qui, par définition, sera source de désaccord. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous fait dans cet ouvrage? Elle est infiniment plus politique, je l'ai dit, et parvient à répondre à la question politique laissée de côté par les théories du contrat social, c'est-à-dire quand on parle de la théorie du contrat social, on dit mais qui sont les contractants? Et dans quelle langue parlent les contractants? Et de quoi parlent-ils pour être capable de fonder une cité? Pourquoi veulent-ils la fonder sur ce territoire plutôt que sur celui-là? Donc, elle réhabilite la question de l'enracinement, ce qui est une autre manière de dire qu'elle réhabilite la question de la filiation, ce qui est une autre manière de dire qu'elle réhabilite la question de la continuité historique, ce qui est une autre manière de dire qu'elle réhabilite la figure du peuple. Donc, toute une série de questions qui sont évacuées par le contractualisme moderne. Alors, j'en arrive vers la fin de cette présentation. Je n'ai pas trop dépassé, je crois. On arrive donc dans cette situation un peu paradoxale où lorsque Simone Weil s'est voulue politique, lorsqu'elle s'est voulue ardemment politique, elle était paradoxalement anti-politique parce qu'elle refusait le fait central de la fracture intime de tout corps social, quel qu'il soit, parce qu'elle traitait la politique sous le signe de la révélation et non pas sous le signe du combat, du désaccord et de la délibération. Mais dans un ouvrage qui n'était pas particulièrement politique, elle est infiniment plus politique parce qu'elle dégage les fondements de toute démocratie véritable, c'est-à-dire elle pose la question de l'enracinement, ce qu'on appellerait aujourd'hui la question de l'identité. Ce qui nous conduit à ma véritable conclusion, notre ami Alain Finkielkraut a découvert chez Simone Weil la question du patriotisme. Alors, si on connaît l'histoire de Finkielkraut comme philosophe, eh bien, il découvre, lui qui, dans un ouvrage en 87, La défaite de la pensée, dit « Nous aimons la nation civique et nous nous méfions de la nation enracinement », 3 ou 4 ans plus tard, il découvre, à travers la lecture de Peggy, à travers la lecture de Simone Weil, à travers la lecture d'Hannah Arendt, à travers la question de la décomposition de la Yougoslavie, il découvre la patrie, mais il la découvre comment? Sous le signe « Je ne l'aime pas parce qu'elle est grande et puissante et dominante »,
bien que ce n'est pas interdit d'aimer son pays, même quand il est grand, puissant et dominant. Hein. On peut même souhaiter qu'il le devienne. C'est toujours mieux qu'être toujours dans la perspective du patriote grabataire. Mais cela dit, elle réhabilite, et là c'est une formule, et elle fonde en fait ce que Finkielkraut appelle, c'est la formule de Finkielkraut je crois, un patriotisme de compassion. C'est parce que je sais la patrie fragile, c'est parce que je sais cette continuité fragile, c'est parce que je sais cette patrie incertaine que je peux l'aimer d'autant plus. Si elle était toute puissante, pourrait-on dire, elle pourrait se passer de moi. Mais elle n'est pas toute puissante et nous avons la responsabilité à chaque génération de la poursuivre, de la faire vivre. Et de ce point de vue, à travers cette réhabilitation, parce que Finkielkraut appelle le patriotisme de compassion, qui est rendu possible par l'œuvre de Simone Weil, notre philosophe antipolitique devient, de ce point de vue, une philosophe politique précieuse pour notre temps. Je vous remercie.